Parmi l'ensemble des témoignages qui documentent ce que l'on nomme la diffusion des cultes égyptiens ou isiaques dans le monde antique aux époques hellénistiques et romaines, nombreux sont les objets archéologiques qui nous livrent des images extrêmement complexes à identifier, à nommer et à classer, car porteuses d'attributs caractéristiques de plusieurs divinités. Dans l'étude de ces représentations, il est souvent question de syncrétisme, de dialogue ou de coexistence d'images, de polymorphie des représentations et de polysémie des référents imagés. Bref, des concepts qui tentent d'exprimer plusieurs phénomènes, tels le partage d'attributs significatifs ou le rapport d'association, voire d'assimilation entre deux divinités. Dans ce cadre de recherche, une série d'images que l'on catégorise sous le label Isis Tuké ou Isis Fortuna retiendra notre attention aujourd'hui. Cette catégorie regroupe un dossier d'images conséquents, qu'elles soient sculptées dans le marbre pour des statues de grand format ou réalisées en bronze, en argent, en terre cuite, en ivoire, selon des dimensions et des types iconographiques ostensiblement variables, comme l'illustre notamment ce premier exemple, que vous pouvez donc voir sur ce premier slide. Il s'agit d'un couvercle d'une boîte en ivoire de la collection Dumbarton Oaks à Washington, datée du 4e ou 5e siècle de notre ère. Il présente un personnage féminin debout, tenant le gouvernail de la main droite et une corde d'abondance de la main gauche. Il est vêtu d'un chiton et d'un imation noué sur la poitrine. Un des attributs les plus importants consiste notamment en une couronne spécifique qu'on appelle la coiffe d'Isis par excellence ou le basileon. Alors, ce personnage, souvent qualifié dans la littérature scientifique, de divinité syncrétique, semble associer l'iconographie d'Isis, avec le vêtement noué sur la poitrine, le basileon, on pourrait également mentionner les boucles libiques, donc associe l'iconographie d'Isis à celle de Tuké ou Fortuna. Cette image trouverait peut-être sa place sur cette boîte destinée à contenir des éléments médicinaux, en y représentant ainsi une divinité protectrice et salvatrice qu'il s'avère néanmoins toutefois difficile de nommer. Alors, la diffusion et la vogue de ces représentations, attestées jusqu'à l'Antiquité tardive, posent plusieurs questions. Celle de la fonction de ces images, des croyances qu'elles véhiculent ou encore celle des modalités de réception et d'intégration de ces représentations d'une divinité qui, comme la qualifie Laurent Bricot, présente des caractéristiques de l'autre, de l'étrangère, de l'égyptienne, et de la même qu'il s'agisse d'une Aphrodite ou d'une Déméter ou d'une Tuké. Alors, bien entendu, il serait impossible de discuter l'ensemble des questions que peuvent sous-tendre ce type de représentation. Néanmoins, dans le cadre de ce colloque centré sur la crise religieuse, nous essaierons de comprendre par les raisons de leur succès, qui semblent intrinsèquement liées à un contexte historico-géographique spécifique et à un médium particulier. Faut-il en effet y voir l'image d'une divinité secourable que l'on invoque en préalable ou face à des situations de crise, ou celle d'une divinité à la fois dispensatrice de richesse, présence de la corne d'abondance, maîtresse du destin, elle tient le gouvernail, mais aussi protectrice de la navigation, un aspect, une qualité qui est d'ailleurs soulignée par plusieurs épiclèses en rapport avec la figure d'Isis. L'étude de ces représentations, surtout attestées dans la statuaire de bronze, invite également à parler d'images agglutinantes, réalisées à partir d'une même unité formelle minimale. Dans certains contextes précis, l'association entre Isis et Tuké et Isis et Fortuna a été interprétée comme une action visant à favoriser la coexistence entre individus issus de différents backgrounds culturels. Alors, comme évoqué précédemment, l'essentiel de la documentation relative à ce type de représentation consiste principalement en des objets de petite taille en bronze, dont la hauteur varie entre 4 et 30 cm, retrouvés en contexte domestique et associés dans le monde romain au larraire,
ou tantôt découverts dans des dépôts d'objets amassés au cours du temps. La répartition des témoignages archéologiques révèle une concentration de ces objets en Italie méridionale, notamment documentée par l'abondante documentation de la zone vésuvienne, mais également en Italie septentrionale et aussi en Gaule. Alors, si justement les témoignages de la zone vésuvienne nous donnent un indice chronologique important, il ne faut pas voir dans cette carte un phénomène, disons, global de diffusion de ces objets, de diffusion d'images standardisées à partir d'une aire de production déterminée. La réalité matérielle est beaucoup plus complexe et plusieurs groupes se distinguent clairement en fonction des caractéristiques iconographiques et stylistiques. 3 attributs caractérisent l'ensemble de ces images: le gouvernail, la corne d'abondance et la coiffe d'Isis le Basileion. La diversité typologique laisse suggérer l'existence de différents ateliers, qui nous montrent ainsi que ces images ont pu se transformer, s'adapter en fonction d'une demande particulière pour lesquelles malheureusement on n'a pas de texte ou de traces. Elles semblent en tout cas avoir circulé, ces images, dans l'Occident, mais aussi dans l'Orient romain, au moins entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. La présence d'une colonnette sur certains objets, en dessous donc, du bras gauche de certaines statuettes, semble peut-être témoigner de l'existence d'un modèle sculpté dans le marbre, pour lequel on n'a pas conservé de traces. En effet, parmi cet important corpus, qui couvre donc, comme vous l'avez vu, un large cadre géographique et chronologique, il convient de signaler que ce type de représentation est donc plutôt rare dans la statuaire de pierre. Les 2 exemples que je vous montre constituent en fait les seuls témoignages qui ont donc été réalisés dans le marbre. Alors, le premier est conservé au musée d'Athènes. Alors, les archéologiques d'Athènes, le contexte n'est malheureusement pas documenté. Elle est renseignée comme une Isis Tuké Pelagia et n'a donc jamais fait l'objet d'une publication. Elle nous présente donc un personnage féminin tenant corne d'abondance et gouvernail, paré des attributs d'Isis tels le vêtement noué sur la poitrine et les boucles. La particularité semble se trouver au niveau de la coiffe, qui consiste en une couronne de forme circulaire. Au niveau iconographique, elle peut cependant être rapprochée d'une statuette en ivoire qui appartient à un ensemble d'objets de petite dimension découverts lors des fouilles menées dans les années 1990 sur l'acropole d'Athènes pour l'installation des stations de métro. Ces objets, retrouvés dans un contexte stratigraphique tardif, ont peut-être pu appartenir à une habitation installée au sud-est de l'acropole. Outre les ivoires, on y a trouvé des statuettes en marbre et en bronze à l'effigie de divinités comme Asclépios, Athéna, Aphrodite ou Apollon. Le contenu de ce dépôt semble révéler les préférences religieuses du propriétaire, dont nous n'avons pas conservé le nom. Le personnage féminin, dans la partie gauche de la 2e photo, peut être interprété comme une image de la Tuké, clairement ici assimilé à Isis. Cet ensemble, en tout cas, constitue une découverte exceptionnelle au niveau des sujets représentés, mais aussi des matériaux, et ne trouve pas d'autres points de comparaison dans le monde grec. Le 2e exemplaire va, lui, nous permettre d'avancer dans notre enquête. Il a été retrouvé à Rome dans un contexte significatif et a été interprété comme une représentation d'Isis Fortuna. Lors des travaux d'aménagement entrepris à Rome en 1885 pour ouvrir la Via dello Statuto, aujourd'hui via Giovanni Lanza, sur l'Esquilin, une zone importante attribuée à une domus tardo-antique a été découverte. Les fouilles ont permis de dégager une série de structures importantes, visiblement liées entre elles, avec notamment une bibliothèque, un nymphée et surtout ce que les archéologues de l'époque ont interprété comme une chapelle domestique dont plusieurs lithographies ont permis d'enregistrer la disposition du matériel au moment de la découverte. Cette chapelle, datée du IIe siècle de notre ère, était encore fonctionnelle au IVe siècle de notre ère. Elle présente en outre un sol en opus sectilé et un système décoratif composé de marbre et de stuc. Et elle contenait donc
cette dite représentation d'Isis Fortuna, qui semble avoir été la statue principale de ce local, dont elle ornait la niche du fond. Des deux côtés étaient aménagées des niches rectangulaires divisées en 3 compartiments dans lesquels prenaient place plusieurs statuettes et bustes de divinités, notamment une statuette en marbre d'Harpocrate, une autre acéphale représentant Sérapis trônant accompagné de Cerbère, et un buste de Sérapis et d'autres sculptures de divinités dont vous n'avez pas l'image ici, telles Apollon, Dionysos, Hercule, Cybèle et des statuettes de l'art. Cette structure a été identifiée par Serena Ensoli comme une chapelle donc, du IIe siècle, installée peut-être par un dévot Isiaque, qui a ensuite été intégrée à une riche domus tardo-antique au IVe siècle de notre ère. Les sculptures, restaurées durant l'Antiquité tardive, témoigneraient, toujours selon cet auteur, de l'existence d'un culte syncrétique où la déesse Isis occupe une place majeure. Selon elle, l'assimilation d'Isis à Fortuna souligne l'une des compétences de la déesse qui domine le destin. Alors, cet ensemble archéologique est généralement cité pour illustrer le phénomène de la privatisation des cultes, notamment les cultes dits orientaux au IVe siècle de notre ère, dans un contexte que les spécialistes ont qualifié de résistance de l'aristocratie païenne à Rome. On a donc ici un exemple intéressant de sculpture du deuxième, reprise dans un contexte tardif, et qui nous fournit une des seules statues de ce type contextualisées. Elle peut nous fournir une clé de lecture intéressante pour comprendre et interpréter ces images, qui semblent donc particulièrement attachées à un contexte domestique. On peut donc aussi se poser la question de la valeur significative de ce contexte d'objet qui a donc été récupéré à une époque tardive. Il serait donc intéressant, avant d'aller plus loin, de retracer de manière synthétique les processus, les modalités de la création, on pourrait dire, de ce type iconographique, en analysant la documentation que l'on possède, qui met en relation Isis et Tuké ou Isis et Fortuna, telles que la véhiculent notamment ces images. Alors, il est possible de faire remonter l'origine d'une telle association à l'époque hellénistique, et plus précisément en Égypte ptolémaïque, dans le contexte de l'établissement du culte des souverains sous les Ptolémées. En effet, à partir d'un rapide examen de la documentation épigraphique, on constate que l'association entre Isis et Tuké se retrouve sur plusieurs documents, tout comme la forme Isi-Tuké. Ces documents qui vont, vous le voyez, de l'époque hellénistique jusqu'à l'époque impériale. La première attestation est relative à une série importante d'oinokoé d'époque ptolémaïque étudiée dans les années 1970 par Dorothy Thompson, qui en recense plus de 200. Ces objets en faïence constituent des témoignages matériels du culte des souverains lagides, majoritairement découverts en Égypte, surtout à Alexandrie. Ils étaient probablement utilisés comme vaisselle pour la libation et portent généralement des inscriptions qui nous permettent d'identifier plusieurs reines lagides assimilées à la Tuké. Notamment sur cet exemple à gauche du slide, donc cet exemple conservé au British Museum, on peut lire une inscription dédiée à Arsinoé II, Agathé Tuké. D'autres témoignages suggèrent qu'Arsinoé II, Agathé Tuké étaient vénérés conjointement à Alexandrie. En effet, sur 4 fragments d'oinokoé, provenant tous de la capitale lagide, on peut lire la mention à la bonne fortune d'Arsinoé, Philadelphe, Isis. Ces objets témoignent de la manière dont les souverains lagides ont su fondre les traditions égyptiennes et grecques dans le culte dynastique. Arsinoé II, ici représenté en train d'effectuer une libation lors des Arsinoéia, instituées par Ptolémée de Philadelphe, constitue le modèle pour les reines successives, tel qu'on peut l'observer sur d'autres témoignages. L'ensemble de ces objets présente une image qu'on peut qualifier de standardisée, celle d'une femme debout devant un autel, tenant la corne d'abondance et une fiale, identifiée par Thomson comme étant les tukai des reines, aux traits fortement individualisés, rapprochés des portraits des reines lagides. La corne d'abondance constitue également un attribut important et fréquent dans l'iconographie ptolémaïque, notamment si l'on songe à la dikéras d'Arsinoé II, telle qu'on la retrouve notamment sur le monnayage.
En réalité, le seul élément qui distingue ces représentations, outre les caractéristiques physionomiques et les inscriptions, c'est le vêtement. 3 fragments présentent le personnage féminin, vêtu donc de ce costume noué sur la poitrine, qui a donc en réalité une origine égyptienne, et qui est identifié comme lié à l'image divinisée des reines lagides. En effet, on a conservé plusieurs sculptures de reines lagides, retrouvées majoritairement dans la région d'Alexandrie et celle de Canope, qui présentent donc les mêmes attributs, sculptés dans le marbre ou la pierre noire égyptienne, que ce soit le basalte, diorite ou granit. Bien que ces sculptures soient généralement anépigraphes, un exemplaire conservé au Metropolitan Museum de New York présente une inscription en hiéroglyphe, donc c'est l'exemple tout à gauche, qui identifie la statue à Arsinoé II. Assimilée donc ici à Isis d'après l'inscription, elle porte donc le costume dont on a déjà parlé et tient donc la double cornabondance dans la main gauche. Alors ce type de représentation est également attesté par une série de statuettes retrouvées sur l'île de Délos, où l'on sait, grâce aux inventaires annuels à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, qu'il existait un temple dédié à Agathé Tuké, dans lequel les souverains ptolémaïques ont pu être vénérés. En outre, toujours à Délos, l'association entre Isis et Tuké est aussi attestée par 2 inscriptions fameuses, datées de la fin du IIe siècle avant notre ère. Ce sont 2 dédicaces à Isis Tuké Protogénéia, trouvées dans le sanctuaire le plus important dédié au culte d'origine égyptienne, sur l'île de Délos, le Sarapion C. Le dédicant est un certain Ptolémaïos, originaire de Polyrènia en Crète, et interprète des songes. Ces 2 dédicaces déliennes posent la question, selon Filippo Quarelli, des rapports entre Isis et Fortuna. En effet, sur base de ces documents, le spécialiste italien a proposé un schéma interprétatif en fonction duquel il identifie un phénomène d'assimilation entre Isis et la Fortuna Primigenia, attesté selon lui à Pléneste, mais aussi à Pompéi, où sur le mur à droite de l'entrée du temple d'Isis, on pouvait lire un graffito à Isis Tuké, protectrice. Alors, le culte d'Isis est attesté à Pléneste par un document épigraphique, en fait, qui est beaucoup plus tardif, qui date de l'époque d'Antonin le Pieux, daté donc de la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Il s'agit d'une base de statues en marbre dont l'inscription rappelle la dédicace par Lucius Sariolenus Naevius Faustus d'une série de statues à la Fortuna Primigenia, parmi lesquelles figure la mention d'une statue dite d'Isis Tuké. Selon Filippo Quarelli, la présence d'une statue d'Isis Tuké dans ce temple trouverait son explication dans le syncrétisme, comme il le dit, entre la déesse égyptienne et la Fortuna Primigenia de Palestrina. Il précise également qu'une telle assimilation, attestée à l'époque impériale, doit certainement trouver ses racines à l'époque hellénistique. Les 2 dédicaces déliennes en seraient la preuve. Ces documents trouvent leurs explications dans le cadre des rapports commerciaux, notamment entre Pléneste et Délos, bien connus au IIe siècle avant notre ère. Et d'ailleurs, plusieurs inscriptions déliennes mentionnent des Prénestins impliqués dans des activités commerciales identifiables par leur gentilice. En réalité, outre la célèbre mosaïque nilotique de Palestrine, les témoignages en rapport avec les cultes égyptiens sont pourtant rares. On a néanmoins voulu voir dans cette statue en marbre Biggio-Morato, conservée au musée archéologique de Palestrine, une représentation d'Isis associée, assimilée à Fortuna. Certains n'hésitant pas à aller plus loin en évoquant cette sculpture comme la matérialisation en pierre de l'assimilation entre ces 2 déesses. Identifiée comme une œuvre originale de l'époque hellénistique par toujours Quarelli ou une création de l'époque impériale par Fausto Zevi, elle aurait été représentée selon un type iconographique abondamment étudié notamment par Laurent Bricot, qualifié de l'Isis à la voile, soulignant ainsi les rapports entre Isis et la navigation ou le monde marin. En réalité, plusieurs épiclèses associent Isis au monde marin, tel Pelagia ou Ploia. Parmi celles-ci, l'épiclèse Pharia apparaît
à la fois dans les sources littéraires, utilisées comme un toponyme, notamment chez Ovide, Martial ou Stas, dans les sources épigraphiques dès le IIe siècle et dans les sources numismatiques au IVe siècle de notre ère. Selon Laurent Bricot, cette Isis Faria des sources littéraires, l'Isis d'Égypte ou d'Alexandrie, serait devenue la protectrice des convois de céréales, assurant le ravitaillement de Rome, comme l'attestent plusieurs documents, notamment une dédicace provenant du Portus Hostiae. Alors, en réalité, un seul document, un seul objet en bronze, au type donc d'Isis au gouvernail à la cornucopia, est accompagné d'une légende. Il s'agit d'une statuette en bronze, issue de la collection de Claire, supposée provenir du port de Balanéas, donc sur la côte syrienne. Elle représente un personnage féminin, coiffé ici du calatos. La particularité de cet objet réside donc dans la base qui présente une inscription dédiée à Isis Faria. Cet objet semble donc, selon Laurent Bricot, identifier une dualité des formes pour figurer cette Isis dame des flots, comme il l'appelle. Ainsi, à l'Isis à la voile s'ajoute l'Isis au gouvernail. L'existence de ces deux types peut s'expliquer par plusieurs raisons. Sur le plan d'abord sémantique, elle est aussi une déesse marine, le gouvernail, est propice. L'union de ces deux fonctions, toujours pour Laurent Bricot, a pu trouver son accomplissement dans un contexte bien défini, le transport de la nonne chaque année depuis Alexandrie jusqu'en Italie par la flotte frumentaire impériale. Plusieurs documents archéologiques associent Isis et Fortune avec le transport du blé d'Égypte. On peut notamment citer deux exemples d'hosties. Le premier connu sous le nom de Sacellum de Sylvain, un larraire privé dont la décoration était datée des premières décennies du IIIe siècle de notre ère, qui faisait partie du Caseggiato dei Molini, donc dans la partie gauche. Alors, sur les peintures murales présentes sur les murs latéraux, on reconnaît différents personnages. Donc, je n'ai pas pu montrer de photos ici parce que l'état de conservation actuel ne permet pas une bonne lecture des scènes. Mais les personnages qui étaient représentés, sur base d'une documentation photographique antérieure, les personnages qui étaient représentés étaient donc composés notamment d'un groupe le plus important, où on pouvait y voir la figure d'un empereur, d'Harpocrate, d'Isis brandissant le cistre, suivi de Fortuna, Annona avec la tessera frumentaria et le gouvernail, un Genius et peut-être ce qu'on a interprété comme la représentation d'Alexandre le Grand. L'ensemble est daté du règne de Caracalla sur base d'un graffito qui nous montre le passage de deux personnes le 25 avril 215 après Jésus-Christ. Cette date, qui n'est pas anodine, a notamment été rapprochée par Théo Becker et Laurent Bricot. Elle correspond à une fête, le Sacrum Fariae, mentionné dans un document beaucoup plus tardif, le calendrier de Philocalus de 354 avant Jésus-Christ. Cet ensemble associe les divinités isiaques à l'arrivée de la nonne à Ostie. On voit donc ici plusieurs divinités invoquées dans ce qui semble avoir été la chapelle adjacente à une boulangerie d'Ostie. En outre, un autre document archéologique d'Ostie associe également Isis à Fortuna. Il s'agit d'une pièce liée au culte domestique faisant partie du Caseggiato, del Serapide, peut-être contemporaine de l'exemple précédent, car également datée de l'époque des Sévères. Cet ensemble est caractérisé par un relief en stuc représentant Sérapis assis, placé dans une niche centrale, tandis que sur les parois latérales, et là de nouveau c'est sur base de photographies antérieures que l'on peut avoir une idée de ce qui était représenté, donc sur ces parois latérales était figurée Isis avec le cistre, en face d'une représentation de Fortuna coiffée, elle, du Basileion. Plusieurs documents iconographiques nous montrent en fait Sérapis trônant flanqué de deux divinités, que ce soit l'Isis au gouvernail ou l'Isis à la voile. Et l'on sait également qu'un temple dédié à Isis existait au Portus Hostiae, de même qu'une inscription livre une dédicace à Isis Faria d'une statue pour le salut de l'empereur Antonin. L'ensemble de ces documents épigraphiques, archéologiques et aussi numismatiques témoignent de rapports importants entre ces divinités et le ravitaillement de Rome. On peut d'ailleurs trouver des échos de ces témoignages à Rome également, surtout si on en intègre ça au contexte et au rapport entre le pouvoir et les cultes isiaques entre le IIIe et le IVe siècle de notre ère. Sur base d'une étude
visant à recenser l'ensemble des attestations de l'épiclèse Faria associée à Isis. Laurent Bricot avait conclu que Isis était devenue la protectrice de l'Annone au moins à partir du IIe siècle de notre ère. Déjà sous Commode, après la résolution de la famine qui avait frappé Rome en 189, Sérapis et Isis avaient été associés à l'empereur et l'approvisionnement en blé devenait ainsi placé sous leur protection. Avec la période suivante, celle de la dynastie des Sévères, que l'on appelle et que l'on qualifie comme étant le point culminant de la diffusion des cultes isiaques dans le monde antique, on remarque que plusieurs dédicaces, provenant notamment du Portus d'Ostiae, associent, mettent en relation Isis, Sérapis et la flotte frumentaire. Si l'on avance dans le temps, encore en 376, on sait que le temple d'Isis au Portus a été restauré par Valens, Gratien et Valentinien II. Enfin, entre 379 et 395, plusieurs monnaies athémisiaques, frappées à l'occasion des vota publica du Nouvel An, soulignent encore, par la légende ou par les types, les liens entre Sérapis, Isis et la flotte de l'Annone. Enfin, l'on sait qu'à Rome, l'Iseum Campens était encore en fonction au IVe siècle de notre ère. Les calendriers tardifs nous livrent encore des informations sur certaines fêtes, donc comme le calendrier de Philocalus que j'ai mentionné, daté de 354, notamment le Sacrum Fariae, le 25 avril, jour de la consécration à la déesse du phare en tant que protectrice de la flotte frumentaire. Alors, après avoir dressé ce parcours qui nous a emmené de l'Égypte lagide en passant par Délos et Préneste, il est temps donc de revenir à notre sculpture de départ avant de conclure. En effet, la refonctionnalisation de cet ensemble de l'Esquilin doit être intégrée dans le contexte qui vient d'être rapidement esquissé. À l'intérieur de ce cadre d'analyse, le décor sculpté d'une autre domus, celle de la domus des Aradi, offre un intéressant parallèle avec l'ensemble de l'Esquilin. Il s'agit d'une domus romaine, partiellement découverte dans la première région de Rome, dans la zone du Monte d'Oro, située entre la Via di Porta Latina et les murs auréliens. L'édifice est documenté par deux séries de découvertes anciennes, en 1937 et 1945, qui ont permis de dater cette construction du début du IIIe siècle de notre ère. Elle était encore fonctionnelle au IVe siècle, comme le prouve une dédicace qui nous a livré le nom des propriétaires, qui sont des membres de la famille des Aradi, dont notamment un certain Lucius Aradius Valerius Proculus, qui a occupé le consulat en 340 et la préfecture urbaine 2 fois en 338 et 351-352. La documentation associée au culte domestique a livré plusieurs statuettes en marbre d'Isis, Déméter et Fortuna. C'est la statue donc, sur l'image du centre, qui est d'ailleurs très proche de l'exemplaire de l'Esquilin sur le plan stylistique et iconographique, bien qu'il soit impossible de savoir si elle était coiffée du basileon ou non. Ces sculptures intègrent un cadre chronologique qui se situe entre la deuxième moitié du IIe siècle et la première moitié du IIIe siècle de notre ère. Les données archéologiques corrélées aux traces de restauration présentes sur certaines statuettes et corrélées également à la dédicace du IVe siècle, laissent suggérer une continuité d'utilisation de ces objets durant l'Antiquité tardive. Notamment selon Daniel Acandillo, s'y déroulait un culte syncrétique où l'association entre Isis, Déméter, Fortuna et Mercure confère à ces objets non seulement une valeur qui n'était pas uniquement familiale, car, selon toujours le même auteur, elles ont pu aussi revêtir une signification sociale et politique en tant que divinité tutélaire de la production de céréales, du commerce et de la navigation. Alors, au final, comment interpréter l'ensemble de ces images qui sont pour la majorité sans nom, diffusées sous la forme de petits objets facilement transportables, associés au larraire domestique? Elles sont donc le résultat d'un rapport entre un artisan, un commanditaire pour lequel nous ne possédons aucune information. Néanmoins, lorsqu'on se penche sur certains ensembles de ces statuettes, on retrouve des échos des éléments que je viens d'évoquer, où ces images sont associées à d'autres divinités, mises en rapport notamment avec la fertilité agraire. Néanmoins, comme l'a rappelé Laurent Bricot, faire de ces représentations des images qui mettent en rapport Isis et le monde marin serait considéré comme une interprétation jugée abusive. Je vous remercie de votre attention.